Bonsoir à tous. Sa dernière apparition ici même, sur ce plateau de François pour le défi de la vérité, a fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Autant dire qu'il est extrêmement populaire aujourd'hui. Professeur Perronne, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes professeur en maladies infectieuses à Garches, à Paris. Vous venez de rééditer un livre qui s'intitule « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Pourquoi cette réédition ? Alors, c'est le même livre qui est en format livre de poche, parce que le livre a eu beaucoup de succès, donc il a intéressé le livre de poche. Et ce qui a changé pour l'instant, c'est juste l'introduction, une introduction de plusieurs pages qui actualise un petit peu ce que j'ai dit dans l'édition qui était sortie au mois de juin. Alors, dans ce livre, c'est intéressant d'en reparler, là, aujourd'hui, il y a notamment 11 mesures. 11 mesures iniques prises par le gouvernement. Alors, on peut les détailler, ces mesures qui commencent notamment par le masque. Alors, le masque, effectivement, a toujours été justifié pour des personnes qui ont des symptômes. On le recommande dans la tuberculose, dans différentes infections respiratoires. Quand un malade tousse et qui crache, pour ne pas disséminer dans la pièce, dans l'atmosphère autour de lui. Et pour les personnes qui sont en contact étroit, en premier lieu, les soignants. Quand un tuberculeux vous crache dessus, c'est bien que le tuberculeux ait un masque pour ne pas disséminer dans la pièce et que le soignant ait un masque. Donc il y a des règles qui existent depuis longtemps, comment utiliser un masque. Et c'est tout à fait justifié dans certaines circonstances. Maintenant, ce qui me semble totalement ahurissant, c'est que ça fait des mois et des mois qu'on oblige, vous vous rendez compte, on oblige sous peine d'amende des Français à porter un masque dans la rue, ce qui n'a strictement aucun intérêt. Et si vous regardez, même l'OMS quand même, l'a écrit encore il y a quelques jours en disant le masque est totalement inutile chez quelqu'un qui n'a pas de symptômes. Et pourtant, notre ministre, notre gouvernement continue à nous imposer le masque et l'impose aux enfants, ce qui est terrible, parce qu'il y a des études qui montrent que les enfants peuvent, peut-être avoir un peu de virus, mais ils ne sont pas des gros transmetteurs, ils sont rarement malades, et en tout cas, à part quelques formes exceptionnelles, ils n'ont jamais de forme grave. Donc voilà, on impose le masque comme un dogme pour nous bâillonner, je dirais, mais ça n'a aucune justification scientifique. Et il y a même une étude au Danemark sur des milliers de gens qui a comparé les gens qui portaient un masque, pas de masque, il n'y a pas plus de contamination dans le groupe qui n'a pas de masque. Je ne dis pas que je ne suis pas un anti-masque, le masque a des indications précises que j'ai dit tout à l'heure, mais le masque en population générale, surtout dans la rue, n'a strictement aucun intérêt. Alors, vous parlez des masques, vous parlez des tests. Bon, on va pas éplucher toutes les mesures les unes après les autres, sinon on y sera encore demain. Vous parlez surtout de la chloroquine et du protocole Raoult en disant que finalement, la moitié aujourd'hui de la planète s'est ralliée véritablement à cela. Et c'est pas moi qui le dis. Maintenant, depuis que j'ai écrit le livre au mois de juin, maintenant il y a plus de 100 études dans le monde qui confirment la superbe efficacité de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine qui même seule marche bien. Maintenant, il y a des nouveaux médicaments qui marchent, il y a l'ivermectine, il y a des études randomisées, parce qu'on nous dit, ouais, si l'étude n'est pas randomisée, c'est-à-dire qu'un tirage au sort... en comparant des groupes de patients, ça n'a pas de valeur. Là, il y a des études randomisées publiées. On dit non, ça ne vaut rien. Il y a des études qui montrent que quand les gens prennent de la vitamine D, il y a une réduction de 50% de la mortalité chez les personnes âgées. Le zinc aussi qui joue un rôle. Donc maintenant, il y a plein d'études publiées et je n'arrive pas à comprendre comment la communauté scientifique... se met le masque sur les yeux parce qu'il refuse de reconnaître cette évidence scientifique. Où sont les scientifiques aujourd'hui ? Où sont les scientifiques aujourd'hui ? Je ne les vois plus. Ça, c'est effectivement la grande question que vous posez à travers ce livre. Et notamment, il y a tout un passage, moi, qui m'a vraiment surpris sur le « certains savaient ». Alors, sur le « certains savaient », vous avez notamment Buzyn qui est épinglé, on le sait. Elle aurait dit, Buzyn, elle l'a dit, pas elle l'aurait dit, puisque ce livre est extrêmement bien sourcé. Du reste, on en parlait, il fait 220 pages, mais il y a 40 pages de sourcing dedans. Donc tout ce que vous avancez comme argument, vous l'attestez à travers justement tous ces points. Sur ce point, je suis content, parce que quelquefois, vous avez vu des gens qui ont critiqué le livre à la sortie en disant c'est un ramassis de fake news, mais... Tout ce que je dis, je fais parler les gens, je fais parler les ministres, je fais parler telle autorité, telle personne dans les autorités. Et
Et ils disent tout et son contraire, quelquefois à quelques semaines d'intervalle, mais c'est eux qui parlent, c'est pas moi. Moi, après, je commente et quelquefois, avec un peu d'humour, je m'étonne, mais c'est pas moi qui dis, c'est eux. Et tout ce qu'ils disent est sourcé. D'ailleurs, si j'avais dit des bêtises, j'aurais été attaqué en diffamation depuis le mois de juin, ce qui n'a pas été le cas, parce que je n'ai diffamé personne. J'ai fait aucune atteinte au code de déontologie, contrairement à ce que certains essayent de suggérer au Conseil de l'ordre des médecins. Je pense que le Conseil de l'ordre des médecins est intelligent et va voir que c'est des racontars et que je n'ai attaqué aucun médecin, personne. J'ai toujours été très respectueux des médecins généralistes, des spécialistes, mais j'ai le droit en tant que professeur des universités de dire ce que je pense. Ouais, ce qui m'étonne, moi, à travers vous et à travers les différentes rencontres qu'on a pu faire ensemble, c'est ce détachement, finalement, aujourd'hui, que vous avez sur les choses. Alors, je ne sais pas si c'est vos côtés médecins qui vous poussent à cela, mais vous avez vraiment à la fois un discernement et puis vous prenez les choses avec un maximum de recul et vous venez de le dire avec ironie parfois. C'est une défense pour vous ? Oh, c'est pas une défense, c'est que moi, je constate les choses, je suis un scientifique, j'aime que les choses soient démontrées. Maintenant, on voit qu'il y a tout le système de la science était complètement corrompu avec l'infiltration de l'industrie pharmaceutique, les conflits d'intérêts, même les grands journaux. Vous savez, dans mon livre sur la vérité sur la maladie de Lyme que j'ai publié en 2017, je disais déjà que les très grands journaux médicaux étaient corrompus, avaient publié des données fausses sur la maladie de Lyme avec des influences financières, etc. Et c'est les rédacteurs en chef de ces grands journaux qui eux-mêmes disaient « mon journal est corrompu, ça ne va pas ». Donc, il y a tout un système qui marche de travers. Ce n'est plus de la science. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui n'ont pas fait beaucoup de science, à part publier pour des molécules de l'industrie pharmaceutique et qui se considèrent grands chercheurs, m'attaquent. Mais moi, quand on m'attaque, je dis « je suis prêt à un débat avec vous ». Mais arguments scientifiques contre arguments scientifiques. Ils se débinent tous. Tout ce qu'ils savent dire, c'est Perron est un complotiste. Parce dire que je suis un complotiste, c'est qu'ils n'ont plus aucun argument à m'opposer. Et moi, je suis très à l'aise, parce que sur le plan scientifique, qu'ils viennent tous l'un après l'autre, et je leur démontre les faits. Mais ça, on le sait, on le voit, et vous le dites, les firmes pharmaceutiques sont véritablement aujourd'hui, je dirais, en quête de recherche, donc en quête de talent, en quelque sorte, et jettent leur dévolu sur certains médecins qu'elles ont réussi à identifier. Mais il y a 20 ans, c'était déjà comme ça, mais il y avait plus d'éthique dans l'industrie pharmaceutique. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est des anciens de l'industrie qui sont à la retraite, que j'ai connus, qui étaient comme des gens honnêtes, peut-être qu'il y avait un peu déjà de corruption dans l'industrie, comme partout, mais c'était encore modéré. Me disent, mais ils m'écrivent, ils disent Christian, on est complètement choqué par ce qui se passe, bravo, vous êtes un héros, on n'est jamais tombé aussi bas. Et c'est des gens de l'industrie pharmaceutique au plus haut niveau, les anciens PDG, les anciens responsables de la vaccination dans les plus grands laboratoires du monde qui me l'écrivent aujourd'hui. Alors pour l'instant, je ne vais pas les citer parce qu'ils m'ont écrit à titre personnel, mais ils sont profondément choqués, c'est-à-dire qu'il y a une dérive considérable. Et d'un petit peu de corruption de base, comme on a vu partout, c'est devenu maintenant une gigantesque industrie. Et ça, c'est pas normal. Est-ce que votre rôle aujourd'hui, on va y revenir justement avec la décision de justice dans un instant, mais est-ce que votre rôle aujourd'hui, qui consiste à faire autorité dans ce milieu de la médecine, d'être un scientifique de renom international aujourd'hui, vous permet de tout balancer en quelque sorte? Moi, je balance pas tout, je donne des faits. C'est ça qui dérange, parce que j'ai un CV, j'ai fait beaucoup de choses, donc on ne peut pas m'attaquer sur mon CV, on ne peut pas m'attaquer sur des données personnelles ou financières, donc ils cherchent à m'attaquer sur des différentes choses, mais moi je suis très à l'aise, parce que moi je me bats que sur le plan scientifique, je dis des faits, et tous les faits sont vérifiables, donc... Alors c'est vrai que la justice, on peut en parler, a rejeté ce recours que vous aviez déposé contre la PHP pour propos jugés indignes, je crois que c'est ça. Donc on vous avait démis de vos fonctions de chefferie de service à l'hôpital de Garches. Pour vous, est-ce que c'est un coup dur supplémentaire que ces décisions de justice? Pas du tout, parce qu'un référé-liberté, c'est une procédure d'urgence où le tribunal doit répondre dans les 2 jours, il n'a pas le temps de tout analyser en détail. Il y a d'autres recours qui vont avoir lieu et qui seront peut-être où le tribunal aura plus de temps pour analyser toutes les données. Mais ce qui m'a fait très plaisir, parce que je me doutais de la réponse, mais ce qui m'a fait très plaisir, si vous regardez, le tribunal a écrit en toutes lettres
que j'avais entièrement le droit à la liberté d'expression, non seulement en tant que professeur d'université, mais aussi en tant qu'hospitalier. Ce que me déniait Martin Hirsch. Parce que Martin Hirsch disait, vous faites partie de l'assistance publique, vous devez fermer votre gueule si vous ne parlez pas comme les autorités. Et ça, c'est un grand scandale. Et là, le tribunal administratif m'a reconnu ce droit. Donc pour moi, même si je n'ai pas gagné sur la chefferie de service, c'est une très grande victoire. Grande victoire. Bien sûr, parce que la liberté d'expression des médecins est bafouée. Le décret qui est sorti récemment, qui maintenant interdit aux médecins de parler si quasiment leur parole n'a pas été adoubée par le ministère de la Santé. Mais c'est quoi? C'est un immense scandale. Les médecins n'ont plus le droit de parler librement. Alors derrière tout ce livre, il y a quand même une question qui est fondamentale et qui est posée. Alors peut-être pas ouvertement, mais en gros, y a-t-il aujourd'hui véritablement un pilote dans l'avion France? Est-ce que vous trouvez que le pays est suffisamment bien gouverné? Moi, je vais faire attention, parce qu'après, je vais t'attaquer de partout, mais je pense que depuis le début, ça déraille et que ça continue. Quand on voit que c'est publié partout dans les plus grandes universités, que tous ces tests PCR, là, quand on fait le diagnostic du virus dans le nez, ça vaut rien, il y a beaucoup de faux positifs et on va jusqu'à... moi, je ne veux pas juger de chaque publication, mais il y a des gens qui ont cité jusqu'à 90% de faux positifs et qu'on nous invente des deuxième vagues, troisième vagues, après quatrième vague, sur des tests qui sont des faux positifs, que même maintenant, je commence à avoir des doutes sur les décès déclarés, parce que ce n'est pas des fake news. Comme on fait des tests à tout le monde, à tous les entrants, à tous les gens avant de mourir, si vous mourrez d'un infarctus du myocarde, de tout à fait autre chose, d'un cancer, si par hasard vous avez un test Covid positif, ce qui est très fréquent, parce que ces tests sont très mauvais, ils sont tout le temps positifs. À ce moment-là, vous mourrez Covid. Automatiquement, vous mourrez Covid. Donc, autant les tests statistiques de cas et de décès étaient fiables, je dirais jusqu'au mois de juin. Parce qu'à l'époque, les tests étaient réservés, comme il n'y en avait pas beaucoup, étaient réservés aux malades et à leur entourage immédiat, ce qui était la bonne utilisation des tests. Maintenant, c'est fait n'importe comment et ça ne veut plus rien dire. Donc, on ne peut plus avoir aucune confiance dans les statistiques, aussi bien en France que dans d'autres pays. Et si vous regardez le gars qui a inventé la PCR, qui était un Américain en Californie, qui est décédé à l'été 2019, avait toujours dit, surtout, ne faites jamais de PCR en population générale. C'est totalement débile parce que dans les PCR, même les plus parfaites, il y a toujours un petit taux de faux positifs. Et si vous faites ça sur que des malades qui ont des symptômes, bon, si de temps en temps il y en a un qui a un faux positif, c'est pas grave parce qu'il y a les symptômes cliniques, le médecin peut faire son diagnostic. Si vous faites ça en population générale chez les asymptomatiques, vous allez générer des milliers de faux positifs. C'est une hérésie. Moi, quand j'étais directeur adjoint du centre de référence de la tuberculose à l'Institut Pasteur à Paris, quand les PCR tuberculose sont arrivés, vous avez dit surtout ne faites jamais de PCR tuberculose en population générale. Vous allez faussement diagnostiquer des milliers de tuberculeux partout. Et c'est ce qu'aujourd'hui on fait, que tous les scientifiques ont dit c'est une hérésie scientifique. Et c'est adoubé, alors c'est ça qui me choque profondément, par tous mes collègues, cliniciens, chercheurs, l'INSERM, qui disent oui, tout ça c'est très bien. Mais c'est un immense scandale, ça n'a aucune base scientifique. C'est honteux de faire ça. Alors je reviens aussi un peu sur la question que je viens de vous poser, sur le pilote finalement dans l'avion. Dans votre livre, vous n'en prenez pas directement, je dirais, vous ne ciblez pas en tous les cas le président de la République. Mais vous dites, on est en guerre aujourd'hui, comme à l'époque, en parlant de Gamelin, vous dites, en fait, il s'est entouré de personnes autour de lui qui ne sont pas suffisamment compétentes. Et notamment le comité scientifique. Le comité scientifique, moi je les connaissais individuellement, j'avais des relations amicales avec eux, mais là je ne comprends plus, parce que d'abord il y en a certains, pas tous, qui ont des conflits d'intérêts majeurs. Donc déjà, si le gouvernement avait respecté la loi, ils auraient dû dégager depuis des mois. Donc, attendez, je vous coupe là, mais sur les 11, il y en a combien qui auraient des conflits d'intérêts ? Je n'ai pas le chiffre exact, j'en parle un peu dans le livre, mais ils n'ont pas tous des conflits d'intérêts, mais il y en a certains qui en ont, qui auraient déjà dû être éliminés pour respecter la loi. Quand vous voyez sur les plateaux de télévision tous les jours des collègues qui ont des conflits d'intérêts majeurs, qui continuent à venir parler, et qu'à côté de ça, le CSA va condamner RMC parce que j'étais tout seul sur un plateau et que j'ai dit la vérité et que soi-disant il n'y avait pas de contradicteur. Mais tous les jours sur les plateaux de télé, vous avez 3-4 personnes qui ont des conflits d'intérêts, qui racontent n'importe quoi et personne ne bouge. Quand vous voyez, par exemple, un infectiologue, je ne vais pas le citer pour ne pas avoir d'ennui, qui a fait des menaces de mort contre Didier Raoult, pour l'instant, je n'ai pas vu le Conseil de l'Ordre le menacer de le convoquer devant le Conseil disciplinaire du Conseil de l'Ordre.
pour menace de mort. C'est quand même très grave d'avoir fait ça. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et moi qui ai juste parlé d'un jeune médecin en disant qu'il avait participé à une publication qui n'était pas bonne sur le plan scientifique, on veut me traîner devant la juridiction ordinale. C'est du grand n'importe quoi. Et j'ai beaucoup de respect pour l'ordre des médecins, pour mes collègues. Je sais que j'ai un soutien massif de tous les médecins généralistes de France. Ils m'écrivent tous les jours. Alors, je ne sais pas la proportion exacte, bien sûr, mais et même de médecins hospitaliers, des anciens. Une très grosse majorité, ça j'imagine bien. Ouais. Et moi, je vois des médecins, des anciens professeurs, patrons de l'hôpital de Garches. Je ne peux pas donner leur nom parce que je ne leur ai pas demandé l'autorisation, mais qui m'écrivent en disant bravo pour ce que vous faites, vous êtes un héros, c'est en train de dérailler complètement. Donc, moi, je suis fier de ce que je fais. Je me repose sur des données scientifiques précises et pas sur n'importe quoi. Vous ne pourriez pas, vous, par exemple, créer un comité scientifique alternatif ou quelque chose comme ça? Au sein d'un tout un consortium de médecins qui regroupe beaucoup d'associations de médecins, vous avez vu qu'il y a quelques jours, il y a eu Coordination Santé Libre qui s'est créée. Et moi, je vais participer à cette action qui est formidable. Et on va créer un comité scientifique indépendant pour pouvoir réagir et dire non, voilà où est la vérité scientifique. On a parlé de toutes ces mesures, de ces 11 scandales que vous énumérez là dans ce livre, que je vous invite à lire ou à relire, puisque maintenant vous avez compris, il y a une nouvelle parution. Dans les 11 scandales, on n'a pas parlé du confinement. Alors là, on vient de voir les dernières mesures en date là, qui viennent de tomber au moment de l'enregistrement de cette émission. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Là, pour l'instant, ce n'est pas encore un confinement, mais c'est pour nous préparer au confinement qui va venir dans 15 jours. En tout cas, c'est un couvre-feu. Pour l'instant, c'est un couvre-feu. Le virus, alors là, il sort à 20h, maintenant il va sortir à 18h. Moi, j'espère que le virus comprend toutes les mesures sanitaires pour sortir à la bonne heure, parce que... Non, mais ça devient du grand délire. Il n'y a aucune étude scientifique dans le monde qui a montré qu'un couvre-feu servait à quelque chose. Et les confinements, il y a même des études qui montrent que les pays qui ont le plus confiné, c'est eux qui ont le plus de problèmes et le plus de progression de l'épidémie. Comment vous expliquer que c'est les pays les plus riches, qui ont tous les moyens, qui confinent comme des malades, qui ont le plus de cas? C'est quand même intriguant. Ouais. Moi, j'aimerais avoir l'explication précise. Ouais. On a du mal à comprendre effectivement ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui, où effectivement il y a le vaccin. Bon, on ne va pas parler aujourd'hui du vaccin. Vous reviendrez ici sur ce plateau pour nous en parler plus en détail une fois qu'on aura le recul nécessaire. Et regardez en Espagne où ils ont réouvert les restaurants, tout ça, même ils ont réouvert tout est ouvert en Espagne. Les théâtres, etc. J'en reviens, tout est ouvert. Et l'épidémie est en train de s'éteindre. Voilà, alors qu'en France, on nous invente des centaines de cas de mort tous les jours. J'aimerais vraiment voir les dossiers de chaque patient pour voir de quoi il est vraiment mort. Et ça, malheureusement, on n'a pas accès. Professeur, il nous reste 2 minutes, peut-être les 2 dernières questions de ce défi de la vérité. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire si aujourd'hui, vous avez reçu donc un soutien d'un côté absolument considérable, on aura bien compris, on était à Garches lors d'une manifestation où il y a eu 1500 personnes, je crois, c'est le chiffre avancé. Vous bénéficiez d'un soutien énorme dans le milieu médical, dans le milieu hospitalier, dans le domaine scientifique. Mais par ailleurs, est-ce que vous recevez des pressions très fortes aussi, à contrario? Je n'ai jamais reçu une seule lettre d'insulte d'un collègue J'ai peut-être reçu 2 lettres un peu désagréables, mais au mois de mars-avril, mais depuis, j'ai reçu que des compliments. Je peux vous dire que tous les jours, je reçois un paquet de lettres comme ça que j'ai du mal à ouvrir. Et je m'excuse auprès des gens qui m'écrivent, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je commence à avoir des boîtes entières que je range dans un placard de toutes les lettres que je reçois. C'est que du soutien. Bravo, on est derrière vous, tous les Français sont avec vous. Donc je sais que j'ai un soutien. Et là-dedans, il y a beaucoup de médecins généralistes, également hospitaliers, des professeurs d'université. Malheureusement, ils ne le disent pas publiquement. J'espère que je fais un appel pour qu'ils le disent publiquement, ça m'aiderait. Je ne peux pas les citer. Et pourquoi cette omerta? Ils ont peur. Mais peur de quoi? Ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur d'être cassés par le Conseil de l'ordre, d'être traînés devant les juridictions. On vit dans un État qui est quand même assez menaçant aujourd'hui. En tout cas, merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je tiens vraiment à louer particulièrement vos mérites avec Xavier Azalbert, qui est le président de François, et que
que vous connaissez bien. C'est vrai que nombreux sont les téléspectateurs à nous suivre aujourd'hui, suivre votre parcours, suivre vos émissions. Je parlais tout à l'heure d'1 million de personnes. C'est vrai qu'on a reçu un nombre de commentaires absolument considérable. Ces commentaires, on va vous les relayer, bien entendu. En tout cas, merci, professeur, de ce que vous êtes. Vraiment une sommité en la matière, une sommité mondiale. Vous étiez, je le rappelle pour les téléspectateurs, il faut qu'ils le sachent, hein, vous étiez à l'OMS numéro 1 au niveau de la santé. Ensuite, en France, vous étiez dans quasiment les 3 mandatures numéro 1 du comité scientifique. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes, comme par hasard, complètement délaissé, blackboulé, incendié, et mis sur un pilori. Ce qui est absolument scandaleux. Oui, je suis un paria et un charlatan et j'en suis fier. Voilà. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à envoyer tous vos commentaires et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, professeur.